merci d'avoir choisi Centre Info. Euh, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à l'impact du Covid-19 sur le secteur de la formation professionnelle. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et en ces temps de distanciation sociale, de distanciation physique, d'éloignement sanitaire, merci d'avoir choisi la proximité et ce, même à distance, en continuant à échanger avec nous. De notre côté, on continue à vous informer, on continue à vous accompagner, à répondre au quotidien à vos questions. Et cette proximité passe aussi par cette série de webinaires que nous vous proposons. Vous pouvez bien évidemment utiliser le chat pour interagir avec nous, car ce sont vos contributions qui vont alimenter donc au quotidien nos productions. Sachez d'ailleurs que les questions que vous allez nous poser tout au long de ce webinaire serviront à alimenter notre foire aux questions en cours d'élaboration. Ceci étant précisé, alors ce webinaire s'adresse principalement aux entreprises. Il a pour objet de répondre donc à leurs préoccupations et plus exactement à deux préoccupations. Donc la première, c'est de savoir si le recours massif au chômage partiel que nous vivons est compatible avec le développement des compétences des salariés. Si oui, quels sont les leviers en termes de financement qui peuvent être mobilisés dès aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, dans cette première partie, il sera beaucoup question du FNE Formation renforcé, dispositif sur lequel le gouvernement veut miser en débloquant, comme vous le savez, une enveloppe de 500 millions d'euros, ce qui est assez inédit. Voilà, ça c'est pour la première partie. L'autre préoccupation des entreprises en ce moment, c'est quid des obligations sociales et particulièrement de l'entretien professionnel dans ce contexte de confinement. Donc, autrement dit, comment gérer les entretiens professionnels en 2020 et surtout comment gérer cette épée de Damoclès qui pèse en quelque sorte sur la tête de certaines entreprises, à savoir cette sanction financière susceptible d'être versée à la Caisse des dépôts pour abonder de façon corrective le CPF, le compte personnel de formation. Et là, on verra quels sont les aménagements qui ont été apportés justement suite à cette crise du Covid-19. Donc, comme annoncé, ce webinaire s'adresse plutôt aux entreprises. Donc, le dernier webinaire, lui, était plutôt focalisé sur les attentes des prestataires. Là, on va vraiment essayer effectivement d'endosser la casquette de l'entreprise et faire en sorte au maximum de répondre aux questions des entreprises. Donc, deux parties, comme je vous le disais, l'une consacrée au financement de la formation pendant le chômage partiel, l'autre consacrée à la gestion de l'entretien professionnel en 2020. Donc tout ça, on va essayer de le faire en 45 minutes, c'est-à-dire que je suis très ambitieux, c'est pourquoi je vais être le plus concis possible en essayant de rester maître du temps et prendre bien évidemment quelques minutes pour répondre aux questions que vous allez me poser à travers le chat. Pour commencer, alors, juste un chiffre assez révélateur du contexte économique que nous vivons. Alors, au dernier pointage, il y a aujourd'hui plus de 10 millions de salariés qui bénéficient du chômage partiel. C'est énorme, ça veut dire que l'État règle aujourd'hui, la fiche de paye de plus d'un salarié sur deux dans le privé. Donc, plus de 50% des salariés du secteur privé sont actuellement payés par l'État. Sachant que cela va encore augmenter puisque d'ici le 1er mai, plus de 2,7 millions de Français pourraient aussi basculer en chômage partiel. Comme vous le savez, tous les salariés aujourd'hui en arrêt maladie, donc ces arrêts maladie qui sont indemnisés pour garde d'enfants, vont aussi basculer en chômage partiel. Donc c'est dire que à partir du 1er mai, on aura atteint le chiffre de 13 millions de salariés en chômage partiel. Alors, bien évidemment, il y a une date pour le déconfinement qui a été annoncée. Le déconfinement a été annoncé pour le 11 mai. Mais je crois aujourd'hui qu'au regard de cette pandémie, tout le monde s'accorde à dire que ce déconfinement sera progressif. Ce déconfinement ne se fera pas d'un simple claquement de doigts. Et on sait aussi que l'activité du pays ne redémarrera pas immédiatement. Donc, ce recours au chômage partiel risque de durer encore un moment. Donc, la première question que l'on va se poser aujourd'hui,
concernant ce recours massif au chômage partiel, qui, rappelons-le, a pour objectif avant tout d'éviter les licenciements, c'est de savoir si cette période de chômage partiel peut aussi être propice pour former ces salariés et préparer donc la reprise. Alors, d'abord, on va s'intéresser, pour répondre à cette question, à la situation du salarié placé en activité partielle. Quand je dis activité partielle, traduisez chômage partiel. Donc c'est la même chose, hein, même si le terme officiel aujourd'hui, c'est bien activité partielle. Le salarié en activité partielle donc voit son activité en tout ou partie suspendue, vous l'aurez compris, que pendant les heures chômées, son contrat de travail est également suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que sa relation contractuelle avec son employeur est suspendue. Et pour faire simple, ça veut dire qu'il n'a plus à fournir de travail pour ce dernier. Lorsqu'un employeur demande, par exemple, à un salarié de télétravailler alors que ce salarié a été placé en activité partielle, très clairement, c'est assimilé à du travail illégal et ce travail illégal peut être sanctionné pénalement. Alors de mémoire, hein, ça doit être 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Tout ça pour vous dire que les heures chômées relèvent du temps personnel du salarié et ce salarié n'a pas en principe de compte à rendre à son employeur. D'ailleurs, rien n'interdit au salarié d'occuper un emploi chez un autre employeur. Donc, il fait un peu ce qu'il veut de ce temps-là. Il peut effectivement, pendant sa période de chômage partiel, trouver un autre emploi et être rémunéré par un autre employeur. Ce n'est pas incompatible. Dès lors qu'on respecte ce qu'on appelle l'obligation de loyauté, dès lors qu'on ne travaille pas, par exemple, pour l'entreprise concurrente. Tout ça pour vous dire que pendant les heures chômées, votre salarié doit pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et n'a pas en principe de compte à vous rendre. Mais là, effectivement, ce qui va devenir intéressant pour nous, c'est se poser la question, oui, mais pour la formation, quid de la formation? Et là, effectivement, c'est la seule exception que le Code du travail prévoit, puisque le Code du travail nous dit il nous dit explicitement que le salarié peut, et j'insiste bien, peut bénéficier d'une formation, d'un bilan de compétences ou d'une VAE, y compris donc dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, ce qui signifie que la formation est autorisée pendant le chômage partiel, mais vous l'aurez compris, cette formation ne peut en aucun cas être imposée, autrement dit, elle ne peut se faire que sur la base du volontariat. Si vous souhaitez former vos salariés pendant le chômage partiel, il vous faut à un moment donné avoir le consentement de votre salarié, il faut que votre salarié exprime en quelque sorte son envie de se former. C'est pourquoi d'ailleurs ce consentement doit être matérialisé par écrit pour des raisons de preuve et on le verra donc quand on s'attaquera au financement, on le verra tout à l'heure que ce consentement conditionne les prises en charge financières. Donc retenez cette idée que sur le plan strictement juridique, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'activité partielle et la formation, mais quand cette formation est à l'initiative de l'employeur, forcément, vous allez devoir mobiliser un temps qui ne vous appartient pas, qui appartient avant tout au salarié, c'est du temps personnel, ce qui nécessite que ce salarié soit d'accord, qu'il soit volontaire et de préférence qu'il soit aussi motivé à suivre la formation que vous proposez. Pourquoi? Parce que au-delà de la question juridique, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Le contexte de vie actuel, comme vous le savez, n'est pas simple et pour certains salariés en chômage partiel, sur le plan, on va dire, de la disponibilité mentale, sur le plan familial, sur le plan matériel, la formation peut parfois être difficilement conciliable avec le confinement. Donc c'est pourquoi s'il n'y a pas un minimum, on va dire, d'adhésion de la part de vos salariés en chômage partiel, vous allez avoir des salariés qui, certes, entreront en formation, mais qui, malheureusement, ne se formeront pas. Il ne faut pas confondre entrer en formation et se former, car on le répétera jamais assez, se former, c'est un verbe d'action qui concerne avant tout le salarié, surtout lorsqu'il s'agit de formation à distance. Il faut avoir un salarié donc investi, ce qui est très important, surtout dans un contexte de confinement. Donc c'est un point de vigilance assez important à ne pas négliger, donc ce consentement du salarié. Alors, ce consentement est d'autant plus important
qu'il s'agit aussi d'une condition pour bénéficier des financements publics ou mutualisés qui peuvent justement être mobilisés pendant cette activité partielle. Alors justement, quels sont les financements qui peuvent être mobilisés pendant l'activité partielle? On va distinguer deux scénarios. Le premier, c'est lorsque la formation est à l'initiative du salarié. Le second, c'est lorsque la formation est à l'initiative de l'employeur, c'est-à-dire qu'elle est portée par l'employeur. Donc on va commencer par le premier scénario. Le scénario le plus simple, c'est lorsque le salarié en chômage partiel a suffisamment d'argent, par exemple, sur son compte personnel de formation et qui décide d'acheter une formation à distance sur l'appli Mon compte formation. Donc là, ça ne pose aucune difficulté. Il s'agira d'un CPF hors temps de travail, tout à fait compatible avec le chômage partiel. Et pour le process administratif, rien de plus simple, hein, si je puis dire, là aussi, puisque tout passe aujourd'hui par l'application. Donc, c'est vraiment le mécanisme le plus simple, hein, l'appli CPF. À noter qu'à côté de l'appli CPF, le gouvernement a demandé aux transitions pro de financer des parcours VAE. Dans la limite, nous dit donc la dernière ordonnance donc, qui a mis en place ce parcours VAE, en tout cas ce financement, dans la limite d'un forfait de 3 000 euros. Alors, le gouvernement a demandé exactement la même chose aux OPCO. Hein. Donc, ce parcours VAE, c'est un dispositif temporaire qui, pour être honnête, n'est pas tout à fait opérationnel. Je le mets de côté pour l'instant et je reviendrai dessus tout à l'heure, puisqu'effectivement, c'est une opportunité supplémentaire que les salariés en chômage partiel pourront mobiliser. Donc, un financement qui sera débloqué au niveau des transitions pro, mais sachez que les OPCO seront aussi amenés à financer ce parcours VAE. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur ce dispositif, encore une fois, un dispositif temporaire qui n'a pas vocation à durer. Concernant le deuxième scénario, maintenant, c'est quand justement l'entreprise qui est à l'initiative des formations, c'est-à-dire lorsque l'entreprise décide de mettre en place un plan de formation pour ses salariés placés en activité partielle, là, on aura affaire souvent à une démarche collective, c'est-à-dire que ce seront souvent plusieurs salariés d'une même entreprise qui seront concernés. Mais ce n'est pas parce que c'est une démarche collective que le consentement de chaque salarié ne sera pas requis. Hein. Donc voilà, il faut faire très attention. On peut s'inscrire dans une démarche collective. Il n'empêche qu'il va falloir chercher le consentement de chaque salarié, puisqu'on est sur du temps personnel et l'activité partielle est considérée comme du hors temps de travail. Donc, quant au financement de ces formations pour l'employeur, bien évidemment, cela va passer par le PCO, par l'opérateur de compétences. L'opérateur de compétences, c'est l'interlocuteur privilégié. Alors, pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles peuvent bien évidemment solliciter la section plan qui leur est réservée. Ce n'est pas incompatible avec le chômage partiel. Et pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, l'État, donc comme je vous le disais tout à l'heure, fait un effort sans précédent en débloquant une enveloppe de 500 millions d'euros dans le cadre du FNE Formation qui transitera certes par les services déconcentrés du ministère du Travail, donc ce qu'on appelle les directs, ou plus exactement les unités départementales des directs, mais ces directs, pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons de moyens, hein, il faut le dire aussi, vont s'appuyer sur les OPCO, sur les opérateurs de compétences. Et donc aujourd'hui, le FNE Formation peut être mobilisé durant les périodes de chômage partiel par toutes les entreprises, hein, donc quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Donc le message du gouvernement est très clair, inciter les entreprises qui font face à une baisse ou à une interruption d'activité à former leurs salariés. Donc il faut juste rappeler pour ceux qui découvrent hein, le FNE Formation que jusqu'à présent, le FNE Formation ne se cumulait pas avec l'activité partielle. C'était soit l'un, soit l'autre. Or, dans le dispositif actuel, et c'est ça qui est assez inédit, c'est que les entreprises en sous-activité prolongée, voire en arrêt total d'activité, vont pouvoir demander à bénéficier du FNE Formation, en plus de l'activité partielle. Alors, à l'origine, on va dire début mars, quand le gouvernement décide de mettre en place ce FNE Formation renforcé, il était, comme je vous le disais, réservé exclusivement
aux salariés placés en activité partielle. Mais voilà, la semaine dernière, le ministère du Travail a décidé d'aller encore plus loin et d'étendre le dispositif aux salariés qui ne sont pas placés en activité partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des salariés placés en activité partielle et d'autres qui ne le sont pas, bah, aujourd'hui, les deux peuvent bénéficier du FNE formation. Mais attention, pour ceux qui ne sont pas placés en activité partielle, il faut que vous fassiez la demande avant le 31 mai 2020. Donc ça, c'est très important. Avant le 31 mai 2020, ça veut dire que tous les salariés, même s'ils ne sont pas en chômage partiel, peuvent bénéficier du FNE formation et selon les mêmes conditions d'intervention, à savoir une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques et sans plafond horaire. Alors, il y a une seule exception, ce sont les salariés qui ont un contrat en alternance, donc les apprentis et ceux qui bénéficient donc d'un contrat de professionnalisation. Ce sont deux contrats qui par nature contiennent de la formation et donc ces salariés ont été explicitement exclus. En tout cas, les consignes sont très claires du ministère du Travail, les consignes qui ont été données au service déconcentré. Il faut que ça aille vite, donc il faut une certaine réactivité au regard du contexte. Et le ministère du Travail a donné comme consigne que seuls les dossiers qui excèdent en moyenne 1500 euros, on est sur des logiques vraiment de volume, donc des dossiers qui excèdent en moyenne 1500 euros par salarié vont donner lieu à une instruction plus poussée. Donc, c'est-à-dire qu'en dessous de 1500 euros, c'est quasiment une acceptation automatique. En tout cas, c'est la consigne. On est sur une logique de confiance. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, il ne va pas y avoir des contrôles. C'est simplement que pour être réactif, l'idée, c'est faire en sorte que les process administratifs soient allégés donc au maximum. Pour les formations éligibles au FNE formation, en théorie, toutes les formations sont éligibles, qu'elles soient certifiantes ou pas. Donc, dès lors qu'elles sont réalisées à distance. La seule condition, c'est qu'il faut qu'elles soient réalisées à distance. Le ministère du Travail exclut uniquement, et là, il le dit vraiment de façon très explicite, les formations liées à la sécurité et à la santé du salarié. Donc, pour ceux qui effectivement sont familiers avec le Code du travail, tout ce qui relève de ce qu'on appelle la partie 4 du Code du travail. Bien évidemment, tout ce qui est bilan de compétences et VAE, validation des acquis de l'expérience, c'est éligible. À la seule condition, là aussi, que le bilan de compétences ou la VAE soit réalisé à distance, en tout cas pour le moment. Voilà pour la théorie. On va passer maintenant à des choses donc un peu plus opérationnelles. Essayer donc là encore de se mettre du côté de l'entreprise, essayer de se poser un certain nombre de questions préalables justement sur les formations que l'entreprise pourra dispenser à ses salariés. La première question, c'est de savoir si pour bénéficier du FNE formation, est-ce que je suis obligé de passer par un organisme de formation extérieur pour former mes salariés? Est-ce que je ne peux pas, par exemple, dispenser la formation, mais en interne, c'est-à-dire en mobilisant un de mes salariés pour former d'autres salariés? Donc ça, c'est une question assez récurrente qui nous est pas mal posée en ce moment par un certain nombre d'entreprises qui veulent aller vite, qui veulent effectivement privilégier, on va dire, la formation interne et ne pas se retrouver à faire des devis et aller chercher donc la ressource à l'extérieur. Là, très clairement, le ministère du Travail répond par la négative en disant que seules les actions proposées et réalisées à distance par un prestataire externe dûment déclaré, donc il faut effectivement avoir un numéro de déclaration d'activité en chiffres et bien évidemment respecter les critères qualité, les critères du décret de 2015, donc peuvent bénéficier du FNE formation. Donc il faut nécessairement pour l'entreprise conventionner avec un prestataire externe qui a donc un numéro de déclaration d'activité. Et donc très clairement, c'est le ministère insiste là-dessus. Je crois que au-delà des questions juridiques, c'est simplement pour que le consentement du salarié ne soit pas vicié. Donc tout à l'heure, je vous disais que la relation contractuelle est suspendue. On préfère quand même, pour garantir en quelque sorte ce consentement, que l'entreprise aille chercher une ressource donc externe et qu'il y ait un minimum d'adhésion, en tout cas, de la part du salarié.
La deuxième question qui se pose est de savoir si la formation ou les formations obligatoires sont éligibles au FNE formation. Alors tout à l'heure, je vous disais que les formations générales liées à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des salariés étaient exclues. Donc ça, c'est l'instruction du ministère du Travail, donc de la DGFP, qui le dit très clairement. On peut avoir néanmoins un petit doute sur les formations obligatoires au sens de l'article L6321-2 du Code du travail, c'est-à-dire celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en vertu d'un texte juridique. Autrement dit, tout ce qui est, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, tout ce qui est habilitation électrique, tout ce qui est FIMO, tout ce qui est FCO, les formations obligatoires, par exemple pour les agents immobiliers, donc ces formations nécessaires pour renouveler leur carte. Là, le ministère du Travail est plutôt ouvert, c'est-à-dire que dans son question-réponse du 24 avril, il considère, je cite, comme éligibles au FNE formation, les formations permettant le renouvellement d'une habilitation ou une certification individuelle nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. Bon. Alors, sur le plan, on va dire, du financement, donc ça passera, il n'y a aucun souci, mais attention à la traduction sociale. Donc la difficulté, à mon sens, c'est qu'un salarié en chômage partiel se forme en principe sur son temps personnel et il est indemnisé par l'État. Or, pour les formations obligatoires, je rappelle que le Code du travail nous dit que ces formations sont assimilées à du temps de travail effectif avec une obligation pour l'employeur de maintenir la rémunération. Donc il y a quand même un sujet social, un sujet droit du travail qui pourrait se poser. Donc, dans tous les cas, de toute façon, y compris pour le financement, il va falloir aller chercher le consentement du salarié. Donc voilà, pour les formations obligatoires, je dirais que c'est pas un sujet qui concerne le financement, mais c'est plutôt un sujet de droit du travail dans sa relation avec les salariés et plus généralement avec les représentants justement de ces salariés, avec les représentants du personnel. La dernière question que je peux me poser, c'est est-ce que je peux proposer des formations longues? Alors là aussi, je rappelle juste que la formation hors temps de travail, puisque former son salarié en activité partielle, c'est de la formation hors temps de travail. Donc je me répète peut-être, mais c'est très important effectivement de l'avoir en tête. Cette formation hors temps de travail, nous dit le Code du travail, est limitée et plafonnée. En principe, une formation hors temps de travail, c'est 30 heures par an et par salarié. Pour les cadres qui sont au forfait, c'est 2% du forfait, 2% du forfait jour ou du forfait heure. Donc là aussi, vous voyez, le ministère du Travail ne se prononce pas sur effectivement cette disposition-là. Quand on regarde à la fois l'instruction et le question-réponse du ministère du Travail, on n'a pas de consigne puisque le ministère du Travail nous dit que la durée de la formation ne doit pas excéder le nombre d'heures en activité partielle, mais il ne nous dit pas s'il faut appliquer justement ce qu'il y a dans le Code du travail. Donc pour l'instant, le ministère ne se prononce pas, mais il va falloir effectivement faire attention à cette disposition, puisque comme on est sur du temps personnel, a priori, le temps personnel, en tout cas dans le Code du travail, est limité à 30 heures par an par salarié ou 2% du forfait en jour ou en heure pour les cadres au forfait. Voilà en tout cas quelques questions que je voulais d'ores et déjà donc un petit peu évacuer avant de prendre un petit peu vos questions en live. Donc, au-delà de ces questions-là, bien évidemment, à un moment donné, la question du process administratif va aussi se poser. Donc, avant de faire votre demande de financement au titre du FNE formation, la première étape, vous allez au préalable monter un plan en partant de vos besoins et en recensant tout ce qui peut être fait pour vos salariés dans le contexte actuel, en distinguant bien évidemment ce qui relève de l'obligatoire, ce qui relève du stratégique, ce qui relève des demandes des managers, des demandes individuelles de salariés, etc., etc. Donc, une fois que vous avez construit votre plan, la deuxième étape, c'est que vous allez demander des devis aux organismes de formation. Encore une fois, quand je dis organismes de formation, ce sont des organismes de formation extérieurs avec un numéro de déclaration d'activité.
ça n'interdit pas effectivement d'avoir recours à un organisme de formation dit interne, un organisme de formation de l'entreprise, à la seule condition que cet organisme soit une structure, on va dire, autonome de la vôtre et que cet organisme ait son numéro de déclaration d'activité, donc ce numéro à en chiffres. Bien évidemment, donc les devis, l'idée c'est de comparer la qualité, les prix, les dates, etc. Alors en ce moment, bien évidemment, on a des offres de formation à distance, tamponnées 100% FNE formation qui fleurissent. Alors là aussi, ce n'est pas parce qu'il y a écrit 100% donc FNE formation que forcément ce sont des formations qualité. Donc là aussi, il va falloir faire attention. Donc cela ne préjuge en rien de la qualité ni du sérieux de toutes ces formations que l'on voit effectivement fleurir en ce moment. Une fois que votre plan est stabilisé, troisième étape, vous allez demander le consentement des salariés en activité partielle. Et pour aller peut-être vite en termes de process, vous pouvez aussi leur demander, si c'est possible, bien évidemment, de leur demander de s'inscrire sur une base volontaire à partir, par exemple, d'un catalogue formation. On peut très bien, effectivement, imaginer inverser un petit peu les choses. Donc, je construis mon catalogue et je demande à mes salariés de s'inscrire sur une base volontaire, ce qui permet effectivement de formaliser le consentement des salariés. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, la quatrième étape, c'est de prendre contact avec, non pas la directe, mais avec l'OPCO. Donc, il faut bien comprendre que pour le FNE formation, la première étape concernant le financement, c'est d'aller voir son OPCO, ne serait-ce que pour s'assurer que c'est bien lui votre interlocuteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, cela va dépendre des régions. Donc parfois, ça ne sera pas l'OPCO qui sera votre interlocuteur, mais l'unité départementale donc de la directe. Mais pour le savoir, il faut d'abord effectivement aller voir son OPCO. Donc là, il n'y a pas de solution type. Si je prends l'exemple de l'Île-de-France ou encore en Bretagne, l'OPCO, je pense, sera systématiquement votre interlocuteur sur le sujet. En Occitanie, ça ne sera pas systématique. Donc voilà, ça sera au cas par cas. Quoi qu'il en soit, adressez-vous d'abord à l'OPCO pour s'assurer qu'il est bien votre interlocuteur pour la FNE formation. Et c'est vraiment qu'à défaut que vous allez vous adresser à la directe. Donc profitez-en aussi pour demander à votre OPCO des petites choses sur les modalités de financement. Est-ce qu'il y a des process qui ont été mis en place? S'il pratique par exemple la subrogation, ça vous évitera de faire des avances à l'organisme de formation, ce qui peut aussi faire du bien à votre trésorerie, surtout en ce moment. Une fois que vous avez toutes les infos, la cinquième étape, conventionner donc avec le ou les organismes de formation retenus en privilégiant donc un chiffrage moyen à 1 500 € par salarié. Pensez-y, parce que c'est un élément qui permettra en théorie d'accélérer l'instruction de votre dossier. Donc une fois que vous avez fait tout ça, la sixième étape, c'est faites votre demande de subvention à votre pro, renseignez la demande de subvention et envoyez-la selon le process retenu par votre OPCO, et si ce n'est pas l'OPCO, ce sera l'unité départementale. Donc si vous décidez de former des salariés hors activité partielle, je vous ai dit tout à l'heure que c'était possible, hors chômage partiel, sachez que le ministère du Travail ouvre exceptionnellement cette possibilité à la condition que la demande soit faite avant le 31 mai. Donc c'est important effectivement d'avoir en tête cette date butoir pour les salariés qui n'ont pas été placés en activité partielle. Tout le process que je viens de vous raconter est valable, bien évidemment, dans l'hypothèse où vous n'avez pas encore fait, ou n'avez encore rien fait en la matière. Donc, mais il y a des entreprises qui ont déjà mis en place des formations. Alors, sachez que si vous avez mis en place des formations à compter du 1er mars 2020, et là, c'est assez intéressant puisque c'est une précision qui a été apportée par le question-réponse du 24 avril. La prise en charge se fera de manière rétroactive selon les mêmes conditions. Donc, si vous avez déjà mis en place des formations à compter du 1er mars 2020, renseignez-vous auprès de votre OPCO. Vous avez aussi droit au FNE formation. Donc là, c'est important effectivement d'avoir le réflexe OPCO, de se renseigner auprès de l'OPCO, sachant que, bien évidemment, toutes les formations qui ont été mises en place par les entreprises à compter du 1er mars 2020, dès lors qu'elles ont été organisées à distance, selon les mêmes conditions que j'ai listées donc tout à l'heure, ces formations peuvent également
être financés sur du FNE formation, donc être financés de façon rétroactive. Alors, concernant la demande, le formulaire, c'est un formulaire type qui est assez simple. Il est aujourd'hui en ligne, donc vous le retrouverez facilement, hein, notamment sur le site des OPCO ou à défaut sur le site des directs. Hein. Donc vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez FNE, sur tous les sites des directs, vous avez une rubrique qui est dédiée à ce dispositif et vous pouvez télécharger donc le formulaire. Retenez l'idée que la logique qui doit primer, c'est une logique de confiance. Donc au-delà de ce formulaire, il peut y avoir d'autres pièces qui peuvent vous être demandées, comme par exemple pour le chômage partiel, la copie de la décision de l'administration concernant l'autorisation de placement en activité partielle. Mais l'idée, vraiment, c'est d'aller vite, hein, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque le projet fait porter des coûts pédagogiques inférieurs à 1 500 € par salarié, l'accord en principe devrait être systématique. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on est dans une logique de confiance qu'il n'y aura pas de contrôle a posteriori. En tout cas, le ministère du Travail invite à fluidifier les process en amont et invite à être le plus réactif possible. Si vous avez donc le feu vert concernant le financement, c'est-à-dire l'accord de prise en charge, vous l'aurez compris, le FNE formation, c'est une aide publique. Et donc, à ce titre, vous allez contractualiser avec l'État, même si ça transitera par les OPCO, ça signifie que vous devez vous engager à maintenir les salariés concernés par la formation dans l'emploi. Une fois signé, vous toucherez un acompte de 50% de l'aide, mais attention, vous la toucherez après démarrage effectif de la formation. Hein. Quant aux 50% restants, c'est-à-dire le solde, il vous sera versé à l'issue de la formation après contrôle du service fait. Hein. Donc, c'est tout l'enjeu de la négociation aussi hein, pour l'entreprise en amont avec l'organisme de formation choisi. À savoir, est-ce que vous allez vous caler sur cet échéancier ou est-ce que l'organisme de formation ne va pas vous demander d'avancer l'argent? Et là, ça va aussi dépendre de votre trésorerie. Donc, il faut comprendre que cette aide, bien qu'elle couvre la totalité des frais pédagogiques, ne vous sera pas versée à la signature de la convention avec l'État. Donc, comme je vous le disais, donc la moitié après démarrage effectif de la formation, le solde à l'issue de la formation et après contrôle de service fait. Allez, je clôt le chapitre FNE formation. Je reviendrai tout à l'heure sur les questions donc posées, mais je voudrais revenir sur ce dispositif parcours VAE financé par les transitions pro et par les OPCO. Donc, il faut savoir que l'ordonnance du 1er avril 2020 met en place ce dispositif, donc qui va concerner deux financeurs, transition pro d'un côté et OPCO de l'autre. Donc moi, si je devais traduire, je dirais lorsque la VAE est à l'initiative et lorsque la VAE est portée en quelque sorte par le salarié ira naturellement s'adresser aux associations transition pro. Quand il s'agit effectivement d'une démarche par exemple collective, lorsque c'est l'entreprise qui a décidé de mettre en place des VAE donc pour ses salariés, naturellement l'entreprise va se tourner vers le pro. Mais le dispositif est exactement le même. Donc c'est un dispositif qui est peut-être moins médiatisé que le FNE formation, pour l'instant en tout cas, parce que tout simplement il n'est pas tout à fait opérationnel. Donc ce dispositif, en quoi ça consiste? C'est finalement la possibilité pour les OPCO et les transitions pro, nous dit l'ordonnance, de financer au plus tard jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2020, de financer de manière forfaitaire les parcours de VAE. Et quand je dis parcours, c'est tout le parcours VAE, y compris le positionnement avant même la phase de recevabilité. Donc c'est une sorte de package qui comprend toutes les séquences d'une VAE, sauf que l'ordonnance, hein, encore une fois, qui a prévu cette possibilité, laisse le soin aux OPCO et aux transitions pro de définir leur forfait de prise en charge dans la limite de 3 000 € par salarié. Donc pour les transitions pro, qui je vous le rappelle sont les ex-FONGICIF, ils ont bien connu la VAE avant 2019 à travers ce qu'on appelait le congé VAE. Donc la VAE, ils savent ce que c'est, donc ils ne devraient pas tarder à afficher donc cette possibilité, notamment en termes de communication sur leur site internet. Pour les OPCO, qui, comme on l'a vu, seront mobilisés sur le FNE formation, pourront
aussi, hein, donc après, là aussi, l'ordonnance, en quelque sorte, ouvre cette possibilité, mais c'est aussi aux acteurs de se saisir de ces possibilités. Mais en tout cas, les OPCO pourront, nous dit l'ordonnance, puiser sur les fonds de l'alternance ou encore sur les fonds issus des contributions conventionnelles pour financer ce type de parcours. Donc pour l'instant, d'après les retours que l'on a, hein, cela n'est pas encore très opérationnel, mais on espère, en tout cas, ça ne saurait tarder. Allez, donc je vois que l'heure tourne. Avant de passer donc à la deuxième partie, je prends donc quelques questions sur le FNE formation. Alors, donc là, je vais regarder les questions donc qui ont été sélectionnées. Le ministère du Travail a indiqué que l'État allait prendre en charge 100% les formations pour les personnes au chômage partiel. Je n'ai donc pas à mobiliser mon CPF. Comment cela va se passer? Ça va très bien se passer puisque le FNE Formation prend en charge l'intégralité de la formation. Donc il n'y a pas lieu de mobiliser votre CPF. Le CPF, vous pouvez le mobiliser ailleurs et plus tard. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du FNE, contrairement au CPF, c'est l'employeur qui a la main. Donc il va falloir convaincre votre employeur de faire la demande de financement à son OPCO. Donc ce qui peut vous économiser, bien évidemment, l'argent que vous avez sur votre compte CPF. Alors, question, donc deuxième question, est-ce que les certifications répertoires spécifiques sont éligibles au FNE pendant le chômage partiel? Alors oui, sur le principe, oui, il n'y a pas de raison de les exclure. Les formations qui préparent aux certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique seront financées sur du FNE formation. Alors sur le plan strictement du financement, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les CACES, les FIMO, les habilitations électriques, je pense que ça passera. Reste la question sociale, la question du droit du travail dans sa relation avec le salarié concerné, encore avec les représentants du personnel qui, eux, peuvent ne pas être d'accord. Donc encore une fois, je me répète, mais c'est important de l'avoir en tête, chômage partiel, c'est de la formation hors temps de travail qui nécessite le consentement du salarié. Question pour le FNE formation. L'OF interne doit-il avoir un numéro de déclaration d'activité? Oui, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. L'aide ne peut être débloquée que s'il s'agit d'un organisme de formation dûment déclaré, donc il y a un numéro de déclaration d'activité en chiffres. Si vous avez juste un service de formation interne, très clairement, ça ne passera pas. Donc vous devez acheter de la formation et cet achat doit être matérialisé par une convention de formation, passée avec une structure, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, autonome juridiquement et qui a un numéro de déclaration d'activité. Et ce même si vous appartenez au même groupe. À la limite, ça, c'est un critère inopérant. C'est-à-dire que si vous avez un organisme de formation interne, dès lors que vous avez la possibilité de conventionner avec lui, dès lors que cet organisme est juridiquement autonome, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci pour obtenir le financement. Allez, comme l'heure tourne, et il nous reste encore la deuxième partie. Donc la deuxième partie concerne les obligations sociales en matière de formation et on va bien évidemment faire un focus sur la gestion des entretiens professionnels. Donc les entretiens professionnels. Alors juste peut-être un petit rappel. Donc on a pas mal de questions en ce moment sur la gestion des entretiens professionnels. En quoi consiste l'entretien professionnel? Donc une petite piqûre de rappel. Il faut savoir que chaque salarié doit être informé dès son embauche qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel à l'initiative de son employeur. Et là, ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Au-delà donc des entretiens biannuels, donc les entretiens qui ont lieu tous les 2 ans, il y a aussi les entretiens professionnels qui doivent être organisés à l'issue d'un certain nombre de congés dont vous avez la liste dans ce visuel. Congé de maternité, congé parental, congé de proche aidant, congé d'adoption, etc., etc. Donc l'objet de l'entretien professionnel, ce sont les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, nous dit la loi. L'entretien est un entretien RH, non pas un entretien managérial, donc c'est pas l'entretien d'évaluation. Il ne s'agit pas donc d'évaluer le travail du salarié, il s'agit avant tout effectivement de se poser la question
suivante, c'est comment je vais construire, on va dire en quelque sorte, l'entreprise de demain avec mon salarié d'aujourd'hui. Donc, il est hors de question de parler effectivement des objectifs professionnels ou encore de l'évaluation. Et tous les 6 ans, l'entreprise organise avec chaque salarié un entretien professionnel où elle fait un état des lieux récapitulatif de ce qui s'est passé au cours de ces 6 dernières années. L'année 2020, comme vous le savez, c'est l'année des premiers entretiens état des lieux pour les salariés qui étaient dans l'entreprise au cours de l'année 2014. 2014-2020, donc ça fait 6 ans. Et en particulier, les tout premiers entretiens devaient être réalisés avant le 7 mars 2020, c'est-à-dire pour les salariés qui étaient là avant le 7 mars 2014. Le 7 mars, c'est la date, on va dire, qui a vu la loi du 5 mars 2014 entrer en vigueur. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on prend toujours cette référence à cette date du 7 mars 2020. Sauf qu'on a eu quelques aménagements que aujourd'hui il faut avoir en tête et il faut savoir qu'il y a eu 2 textes qui sont venus apporter quelques ajustements, quelques précisions sur l'entretien professionnel. Donc il y a un texte qui a été publié il y a un petit moment maintenant, donc il a été publié en septembre 2019, et un autre beaucoup plus récent et qui est lié donc au contexte actuel, donc à la crise sanitaire, au Covid-19, c'est l'ordonnance du 1er avril 2020. Mais à la limite, ce n'est pas très important de savoir tout ça. Ce qui nous importe, c'est de connaître concrètement quels ont été les assouplissements pour les entretiens professionnels, et on peut retenir un double assouplissement. Alors, ce double assouplissement, très clairement, d'abord, ça concerne donc la question de 2020, c'est-à-dire les entretiens état des lieux qui normalement doivent permettre d'apprécier le parcours du salarié et qui devaient avoir lieu avant le 7 mars 2020, donc soit 6 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, pourront, et ça c'est ce qu'il faut retenir comme message, donc tous ces entretiens qui devaient avoir lieu en 2020 pourront être faits à n'importe quel moment de l'année 2020, dès lors qu'ils sont réalisés avant le 31 décembre 2020. Donc ce qui compte maintenant, c'est que vous ayez fait vos entretiens état des lieux avant la fin de l'année, peu importe finalement le mois, ce qui vous laisse aussi jusqu'à la fin de l'année pour prendre les mesures nécessaires au parcours du salarié. Donc ça, c'est le premier assouplissement. Donc les entretiens professionnels état des lieux, il ne va pas y avoir l'idée d'une date butoir en ce qui concerne le mois, c'est que dès lors que vous avez fait votre entretien état des lieux avant le 31 décembre 2020, vous êtes libéré de votre obligation. En tout cas, votre obligation en ce qui concerne les entretiens état des lieux. L'autre assouplissement, c'est qu'au cours de l'année 2020, vous avez le choix dans les mesures à comptabiliser pour le parcours du salarié. Il y a un droit d'option. Donc, soit vous appliquez les règles actuelles, c'est-à-dire, en gros, il faut avoir organisé tous les entretiens professionnels et avoir dispensé une formation non obligatoire, soit appliquer les règles anciennes qui prévoyaient les mêmes obligations en matière d'entretien professionnel, mais en complément, on vous demandait de remplir 2 des 3 critères suivants, c'est-à-dire une formation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, obligatoire ou pas, une certification, quelle qu'elle soit, et la réalisation d'une évolution salariale ou professionnelle. Alors, tout ça pour vous dire que contrairement donc à ce qu'on a pu lire parfois dans certaines presses, et des choses qui sont assez approximatives, cet aménagement ne change rien à la pénalité financière pour les entreprises qui ont tardé à mettre en place les entretiens professionnels, y compris les entretiens des 2 ans, les entretiens de reprise. Cette sanction financière subsiste, la sanction financière n'a pas été supprimée. Donc simplement ce qui change, c'est qu'en cas de manquement à vos obligations constatées lors des entretiens état des lieux en 2020, cette sanction ne sera pas due en 2020, mais qu'à partir du 1er janvier 2021. C'est tout ce qui change. Donc, contrairement à ce qu'on a pu lire dans certaines presses, la sanction subsiste et simplement elle ne sera pas versée en 2020, mais à partir de janvier 2021. Je rappelle que cette sanction est de 3 000 € par salarié, doit être versée à la Caisse des dépôts pour abonder le compte du salarié concerné, le compte personnel de formation, et ça sera fait via le site de Net Entreprise, le portail officiel des déclarations sociales, et ça sera fait à partir
du 1er janvier 2021. Bien évidemment, les entreprises citoyennes qui vont spontanément faire le versement, donc là, il n'y a pas de problème. Celles qui ne le feront pas spontanément, le Code du travail, là aussi, et j'insiste là-dessus, le Code du travail n'a pas supprimé les dispositions relatives au contrôle. Il y aura bien évidemment la possibilité pour les directs de contrôler les entreprises. Et l'entreprise peut même, après mise en demeure, être amenée à verser non pas 3 000 euros par salarié, mais 6 000 euros. Et là, ça sera directement au Trésor public. Donc maintenant, très clairement, ce que je vous dis là, c'est le droit positif. C'est ce qu'il y a dans le Code du travail. Donc je préfère effectivement être factuel et vous donner ces éléments-là. Mais on ne sait pas si ce qui est écrit aujourd'hui dans le Code du travail sera suivi à la lettre par les services du contrôle. On ne sait pas quelles seront les consignes qui seront données par le ministère du Travail sur ce sujet, surtout après cette crise que nous vivons. Mais en tout état de cause, et quelle que soit finalement la position de l'administration du contrôle, il ne faut jamais oublier que le non-respect d'une obligation par l'entreprise trouve aussi sa traduction sur le terrain social. Au-delà de ce que peut faire l'administration du contrôle, il ne faut pas oublier que les salariés ou les représentants du personnel peuvent aussi trouver un intérêt à agir devant cette fois-ci le juge en cas de contentieux. Je ferme donc ce chapitre-là, mais peut-être avant effectivement de le clôturer définitivement, j'insiste aussi sur les opportunités aussi qui se trouvent dans le Code du travail. Les entreprises qui veulent en tout cas aller au-delà de l'obligation de faire, sachez que l'entretien professionnel est aussi un sujet de négociation collective. Non seulement il est possible de prévoir une périodicité ou des modalités d'appréciation du parcours différentes, et ça c'est quelque chose effectivement que je répète souvent, de cette épée de Damoclès peut naître l'opportunité de prendre les devants en passant donc d'un CPF subi à un CPF choisi. Donc le CPF c'est subi, c'est celui que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce risque d'abondement correctif de 3 000 euros par salarié tous les 6 ans. Le CPF choisi, c'est lorsque l'entreprise décide effectivement d'articuler l'entretien professionnel et le CPF en ouvrant des négociations dans le cadre d'un accord d'entreprise, ce qui présente l'avantage de ne plus prendre le risque de verser à la Caisse des dépôts, mais à l'inverse, de demander à la Caisse des dépôts, comme le prévoit la loi, le remboursement des formations financées dans la limite, bien évidemment, des droits inscrits sur les comptes des salariés concernés. Donc, il est tout à fait possible, juridiquement parlant, de respecter son obligation sociale tout en optimisant son budget formation. Mais cela passera bien évidemment par le dialogue social et c'est vraiment ça qu'il va falloir méditer. N'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement sur le sujet. Alors, il est déjà 15h17, donc nous atteignons donc les 45 minutes que nous avons effectivement convenu avec Wibikio. Alors, concernant donc les questions, alors je vais en prendre une ou deux. Alors je vais prendre une question assez récurrente, une question effectivement qui nous est posée concernant. Alors que se passe-t-il si mon salarié ne se présente pas aux entretiens professionnels? Alors, si votre salarié ne se présente pas à l'entretien professionnel, dans ce cas-là, il est recommandé de garder donc une trace de ce refus. Voilà, ça peut être une lettre recommandée avec accusé de réception, encore une remise contre décharge. On peut considérer en tout cas que pour le salarié, contrairement à l'employeur, l'entretien professionnel est une simple faculté, et non pas une obligation. Du moment que l'employeur a convoqué le salarié à son entretien professionnel, le salarié peut refuser de le passer. Donc, mais on peut imaginer aussi que l'employeur décide de le sanctionner, c'est-à-dire que l'employeur peut avoir une autre interprétation en se disant parce que c'est obligatoire pour moi, ça devrait l'être aussi pour mon salarié. Là, très clairement, ça sera au juge d'arbitrer, mais en tout état de cause vis-à-vis de l'administration du contrôle, si vous prouvez que vous avez fait le nécessaire et que c'est le salarié qui a refusé de se présenter, ça passera au niveau de l'administration si demain vous êtes contrôlé sur ce point précis. Allez, on arrive au terme de ce webinaire. La technique a plutôt bien fonctionné. Donc désolé donc si effectivement on n'a pas pu
bien évidemment prendre toutes les questions, et je sais qu'elles sont nombreuses et techniquement, ce n'est pas faisable. En revanche, ce qu'on vous propose, c'est bien évidemment que ces questions servent à alimenter notre foire aux questions, donc que nous sommes en train d'élaborer. Et bien évidemment, comme vous êtes inscrit à ce webinaire, vous aurez donc un retour de Centre Info. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. On continuera à vous tenir informés sur le sujet du Covid-19 et son impact sur l'activité et les pratiques de formation. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos collègues de travail, c'est important. Distanciation physique n'est pas distanciation sociale, hein, quant à moi. Donc, je vous donne rendez-vous le 14 mai, c'est le prochain webinaire. Ça sera un webinaire qui, là, s'adressera plutôt aux prestataires de formation. Ça sera un webinaire spécial déconfinement dans le secteur de la formation. Je ne serai pas seul, j'aurai le plaisir d'accueillir Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle de la DGFP, qui sera là aussi pour répondre à vos questions. Excellent après-midi et à très bientôt.